Bonjour, bienvenue dans le nouveau numéro de l'Interview à la Une, le grand entretien de la rédaction de Nice Matin. C'est l'occasion de vous souhaiter à tous, au nom de toute la rédaction, une très belle année. Merci de nous suivre si fidèlement. Aujourd'hui, à mes côtés pour co-animer cette émission, Nicolas Gallup, rédacteur en chef de Nice Matin. Bonjour Frédéric, et je m'associe évidemment à vos vœux que je vous présente par la même occasion. Merci Nicolas, excellente année à toi aussi, puisqu'on se tutoie. Tout à fait. Très belle année. Avec nous également sur ce plateau pour ouvrir cette nouvelle saison, Alexandra Masson, députée de la 4e circonscription des Alpes-Maritimes, députée Rassemblement National, et puis particulièrement dans l'actualité pour être candidate aux élections municipales de Menton. Bonjour Alexandra Masson. Bonjour, et puis merci de me recevoir, et puis je m'associe à vous pour souhaiter une bonne année à tous vos auditeurs. Je leur souhaite beaucoup de bonheur pour 2026. 2025 a été une année difficile, un contexte international compliqué, un contexte national tout aussi compliqué. Donc j'espère que 2026, on va avoir un petit peu de soleil dans nos vies. C'est mal parti. Et qu'elles vont être un peu plus heureuses. De façon plus simple. Je suis très optimiste de nature, donc j'espère que nous allons voir un petit coin de ciel bleu à Paris, comme nous l'avons sur la Côte d'Azur. Alors, avant de parler de Paris, on va parler surtout de Menton, dans un premier temps, oui. Évidemment. Donc, je rappelle que vous êtes candidate au scrutin des 15 et 22 mars. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, vous avez dit dans Nice Matin, évidemment, que vos priorités en tant que candidate, c'était la sécurité, le logement et la propreté. Vous trouvez réellement que Menton est une ville dangereuse et sale ? Alors, c'est pas le problème de dire que Menton est une ville dangereuse. Il y a énormément de villes aujourd'hui en France dans lesquelles l'insécurité est grandissante. Et Menton, qui était une ville plutôt calme et apaisée, comme beaucoup d'autres villes, a vu ce sentiment d'insécurité et une insécurité aussi de fait augmenter. Les agressions physiques, les agressions d'incivilité, les vols, voilà, tout ça. Ça a énormément augmenté à Menton sur les 4-5 dernières années. Alors, plusieurs raisons, on ne va pas toutes les développer maintenant, mais c'est vrai qu'on est une ville de passage, on est la première ville entre l'Italie et la France. Nous sommes une ville transfrontalière, vous savez qu'on a 2 postes frontières sur lesquels il y a énormément d'arrestations de migrants irréguliers. Et du coup, bien pendant des années, ces migrants avaient tendance à vouloir vite sortir de cette zone transfrontalière, déjà parce qu'on peut les ramener à cette zone sur l'Italie. Et ils essayaient de partir soit à Nice, soit carrément monter jusqu'au passage Grande-Bretagne, qui était très très important pour eux. Aujourd'hui, on le voit, bien l'Angleterre a fermé l'accès des migrants côté français. Donc, il est très très difficile aujourd'hui de rentrer en Angleterre. Donc, les migrants le savent, puisque vous savez qu'il y a des filières de passeurs. Les passeurs le savent, le leur disent. Donc, aujourd'hui, on a une forme de migration beaucoup plus importante sur le territoire de Menton, et je dirais même de manière plus large sur le bassin de la Carfe, qui maintenant s'installe. Mais et plus souvent là qu'avant, comme il y a eu des passages plus... Oui, mais avant, il ne restait pas. Même si ça a diminué par rapport à quand je suis arrivée en 2022, où j'ai été élue, où c'était quasiment 40% de plus. Aujourd'hui, ça a diminué, mais maintenant, il reste sur le territoire. Ouais. Et ça, c'est une source d'insécurité ? C'est une source d'insécurité, particulièrement pour les mineurs isolés. Vous savez que sur la communauté de la Riviera française, nous avons à Sainte-Agnès un centre de mineurs isolés qui devait être là momentanément 1 an ou 2. Le président du département, Charles Anginesi, j'en discute régulièrement avec lui, je lui explique qu'une commune n'a pas vocation à conserver sur son territoire éternellement un centre de mineurs isolé. Et oui, ça crée de l'insécurité. Oui, il y a souvent des bagarres en interne, à l'extérieur, puisque je le rappelle, les mineurs isolés peuvent circuler comme ils le souhaitent entre le centre ouvert et les villes. Et on a eu 2-3 agressions les 3 derniers mois qui ont été effectuées par des mineurs isolés. Donc oui, il y a une insécurité complémentaire. Et du coup, comment on accueille ces mineurs isolés si on ne les accueille pas dans un centre juste après la frontière ? Vous préconisez quoi ? Que le centre aille ailleurs, qu'on déporte le problème de l'accueil ? Bien évidemment. Alors, 2 choses déjà sur les mineurs isolés importantes. La première chose, c'est qu'il crée aussi l'insécurité dans les centres et à l'extérieur, c'est qu'il y a beaucoup de mineurs isolés qui ne sont pas mineurs. Vous le savez, il y a eu plusieurs études. Moi-même, j'ai porté un projet de loi à l'Assemblée nationale il y a 2 ans, co-signé par Marine Le Pen, pour dire qu'il fallait absolument faire les tests osseux. Hélas, grâce à nos amis LR qui n'ont pas voté, ce qui est quand même scandaleux et je profite pour le dire, pour ce projet de loi, nous n'avons toujours pas de mesures efficaces pour séparer les vrais mineurs des faux mineurs. Donc ça veut dire qu'il y a des majeurs qui sont dans ces centres, qui sont souvent plus violents
et qui sont moins fragiles que les vrais mineurs. Les vrais pour mineurs... l'instant, on n'en a pas la preuve absolue que ce sont des majeurs. Alors, excusez-moi, il y a des tonnes d'études qui sortent, et j'ai travaillé sur le texte, on est à peu près à 40 à 30% de majeurs dans les centres. Voilà. Et aujourd'hui, en plus, on a des techniques sur les tests osseux très fiables, qui ne sont pas sur les tests osseux des poignets, et c'est là-dessus que portait mon projet de loi, qui sont sur des tests de la clavicule, où les erreurs de diagnostic sont d'1 semaine, alors que sur les tests du poignet, effectivement, c'était 8 mois à 9 mois. Ouais. Donc ça veut dire qu'on peut vraiment, de manière très précise, aujourd'hui, savoir qui est mineur, qui ne l'est pas. Ce sont des tests de radio. Des appareils de radio, il y en a partout, c'est très facile à faire. Il y a un professeur émérite à Paris qui a monté un algorithme avec un logiciel. On n'a même pas besoin de les traiter sur place, on peut les envoyer directement à Paris. C'est très important. Non, je suis d'accord avec vous, mais c'est plutôt une compétence nationale qui est liée à votre mandat de parlementaire. Concrètement, oui, mais les conséquences, on les a à la mairie. Alors, justement, sur le territoire municipal et sur le territoire de la carte. Votre levier, c'est la police municipale. Par exemple. Mon levier, c'est la police municipale et j'y viens. Vous souhaitez 22 policiers municipaux supplémentaires? Alors, je souhaite... Le chiffre est toujours là. Voilà, le chiffre est toujours là. Si le tableau des effectifs de la ville de Menton est toujours le bon, j'ai demandé une augmentation de 80% des effectifs de police municipale sur les territoires sur la durée du mandat. C'est pas demain matin quand j'arrive si je suis élu, c'est sur la durée du mandat. Ça veut dire en gros 3-4 embauches par an pour arriver effectivement à la fin du mandat à avoir 80% d'effectifs supplémentaires. Pourquoi je veux un score aussi élevé? Parce qu'aujourd'hui, on a à peu près un policier municipal pour 1000 habitants sur la commune de Menton. Quand on va avoir une ville bien sécurisée, typiquement la ville de Beausoleil, qui a des effectifs très renforcés, il en faut à peu près 1 pour 500 habitants. Donc vous voyez, il faut presque le double. Donc quand je dis 80%, c'est vraiment un chiffre qui me paraît raisonnable pour que la population à la fois se sente en sécurité dans son quotidien et qu'à la fois de manière effective, on puisse être un renfort de terrain. Et on sait que la police municipale aujourd'hui est le principal renfort de terrain pour la police nationale. Or, la police nationale à Menton manque aussi d'effectifs. Ouais. Et la police nationale, comme on vient de le dire, hélas, je n'ai pas la main dessus puisque aujourd'hui, nous ne sommes pas au gouvernement. Donc, j'ai fait des demandes régulières en tant que député à M. Darmanin. Mais là, ça vous échappe. Mais ça m'échappe, mais en fait, je fais quand même les demandes parce que vous savez, pendant 20 ans, elles n'ont pas été faites. Hein. Depuis que je suis arrivée, on les a quand même fait parce que c'est important de continuer à demander. Mais au niveau municipal, on va le faire. On ne va pas faire que ça. On va aussi augmenter la vidéosurveillance. C'est très important, la vidéosurveillance, et avec des caméras fibres. Pourquoi c'est important? Et parce que ça permet d'avoir un œil partout, tout le temps. Mais pour avoir un œil partout, tout le temps, typiquement le marché de Menton, vous voyez, qui est un endroit où il y a énormément de populations qui stagnent régulièrement, qui ont des incivilités. La vendeuse, vous voyez, de fleurs que je connais très bien, elle se fait agresser régulièrement le matin à 5 heures par des gens qui sont là, qui n'ont rien à faire là. Il y a un climat d'insécurité très fort dans le centre-ville et qui n'est pas qu'un sentiment, qui est factuel. On lui a quand même mis un couteau sous la gorge il y a 2 mois. Mais vous pensez que les caméras vont changer quelque chose? La caméra, on le voit tout de suite. Il y aura un bouchon. C'est tout un circuit. Il y a la présence physique, il y a la caméra, il y a une personne donc de plus qui sera derrière les caméras, et il y a des boutons push-up qu'on installera à plusieurs endroits stratégiques de la ville. Ouais. Typiquement, un peu comme à Nice, les boutons d'alerte. Tout à fait, devant les écoles, devant les lieux où il y a des rassemblements, devant les lieux importants où on peut avoir des problèmes d'insécurité. Donc c'est un écosystème complet. C'est ça qui est important et qu'il faut comprendre. Une seconde sur la question des policiers municipaux, parce qu'il y a une question d'attractivité sur le métier. De nombreuses communes ont du mal à recruter. Je crois que c'est le cas aussi à Menton, parce qu'il y a des postes ouverts, 8, selon nos informations, qui ont du mal à trouver preneur, malgré l'augmentation d'indices et des conditions favorables. Vous avez encore un peu un levier là-dessus pour y arriver. Comment vous comptez y arriver à recruter ces policiers municipaux Alors, la première problématique, c'est la même d'ailleurs pour la police nationale et municipale, c'est le logement. Voilà. On parlera dans d'autres sujets évidemment que la police, mais les policiers ne peuvent pas se loger. Voilà, le logement, d'ailleurs, c'est pour ça que je dis que c'est toujours une de mes priorités. Ils ne peuvent pas se loger. Dans l'enseignement, c'est pareil aussi. On a aussi des problèmes de recrutement énormes. Parce que c'est trop cher, parce qu'il manque réellement de logements sur le marché. Et on expliquera ça après. Voilà. Et parce que aussi, les salaires sont quand même pas mirobolants, même si on fait le maximum par rapport aux grilles, et que donc le logement à Menton coûte très cher. Le logement coûte très cher. Donc j'ai des solutions évidemment dans le logement que je propose dans mon programme sur la partie logement, mais il n'y a pas que ça. Il y a une autre problématique qui n'est pas assez évoquée. La dynamique de la police municipale. Comme partout en France, dans tous les services, il y a des gens très bien à la police municipale de Menton, mais aujourd'hui, on le voit bien, il n'y a pas de gouvernance. C'est enrayé. Le fait qu'il n'y ait pas de gouvernance,
ça donne pas envie. Parce qu'on sait qu'on va peut-être pas avoir les niveaux de formation qu'on mérite. On sait qu'on va pas être suivi dans ses avancements. On sait qu'il va pas y avoir de dynamique derrière. Donc on sait pas ce qu'on attend qu'est-ce qu'on attend de la police municipale aujourd'hui à Menton. Quel est l'adjoint à la sécurité? Comment est sa vision de la sécurité du territoire aujourd'hui à Menton? Écoutez, si vous le savez, ça m'intéresse. Moi, je ne le sais pas. Moi, je le dis très clairement, c'est une de mes priorités. J'aurai un adjoint à la sécurité, j'aurai un conseiller municipal subdélégué à la sécurité parce que j'en fais un combat important. Mon adjoint, je le dis, sera un ancien commissaire divisionnaire qui connaît très bien le territoire. Mon conseiller municipal sera un CRS, encore en activité, pas sur la commune. C'est pour ça qu'il pourra venir sur Manon. Je vous les donnerai dans les prochains jours. Voilà, mais c'est acté, ce sont des gens sérieux, des gens solides, parce que pour justement recruter 80% d'effectifs en plus, ça veut dire que moi, en tant que maire, j'y mettrai le poids et je donnerai les moyens à mes élus et aux services. Voilà. Bien sûr. Sur quoi vous faites des économies pour financer ça? Sur beaucoup de choses. Alors c'est très intéressant. Déjà, avant de faire des économies, parce qu'on a une vision très partielle aujourd'hui de ce qu'est le budget à Menton. Le budget de la ville de Menton, c'est en gros 107 millions. C'est à la fois beaucoup et pas tant que ça. Il y a un gros problème, on a 75% de fonctionnement, ce qui est 10 fois trop par rapport à une commune de la même taille. Le fonctionnement coûte trop cher de la mairie, ce que vous voulez dire. Oui. Alors, et vous pensez à quoi en particulier? Qu'est-ce que vous avez diagnostiqué? Alors, un peu partout. Il y en a dans le personnel, mais ça tout le monde le sait. On a 860 à peu près fonctionnaires aujourd'hui sur la ville de Menton. Une ville de même taille, bien gérée. Avec une communauté d'agglomération en plus. Mais en dehors de la communauté, là je parle que de la ville. Après on pourra parler de la communauté d'agglomération, mais c'est à peu près 650. Bon, donc ça veut dire qu'on va... déjà, on renouvellera pas certains départs à la retraite. Ça, c'est quelque chose de base dans les RH qui fonctionne très bien. Ça veut dire qu'il y a certains services qu'on mettra peut-être en délégation de service public. Ce qui permet... Il y en a plusieurs, j'en ai déjà à plusieurs reprises parlé. Ça peut aller de choses qui sont liées à l'éducation, ça peut être lié au sport, ça peut être... Mais je ferai rien, je n'annoncerai rien maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que tous les candidats qui annonceraient maintenant des choses, ça serait suicidaire. On a besoin dans cette ville, dès qu'on arrive, de faire un audit financier, comptable, des DSP justement. Parce qu'à l'inverse, il y a des DSP qui aujourd'hui seront amenés... délégation de service public, c'est-à-dire en fait les missions que vous confiez à du privé. Tout à fait, mais qui là ont été très mal ficelées, puisque vous le savez, Nice Matin s'en est fait l'écho régulièrement. Un certain nombre d'entre elles ont été régulièrement annulées parce qu'elles avaient été mal structurées juridiquement dès le départ. Donc il y a un vrai audit juridique, financier, comptable, de mode de fonctionnement. Ça, c'est très rapide. Ouais. C'est les 6 premiers mois. Pendant ce temps-là, on construit, parce qu'on va savoir quelle est la ressource réelle de la mairie, ça c'est important, quelles sont là où il y a des failles, et à partir de là, on va faire un plan pluriannuel d'investissement. Donc annoncer aujourd'hui, je vais faire ça, non. Moi je suis quelqu'un de sérieux, je ne ferai pas n'importe quoi. On a trop aujourd'hui de dysfonctionnement en interne, juridique et financier, pour que je puisse annoncer, j'ai des projets, on les analysera tranquillement, en concertation avec la population, et j'y tiens. Je n'annoncerai aucun grand projet qui ne sera pas en concertation avec la population sur des zones importantes, et j'espère qu'on pourra en reparler tout à l'heure. On saura vous le rappeler en cas d'élection, effectivement. Alors, dans cette élection, vous êtes face à un grand rival qui s'appelle Louis Sarkozy, dont le nom est évidemment très connu. Lui, il souhaite une ville plus jeune et plus agréable à vivre. Quelles sont vos différences fondamentales, vous pensez, avec ce candidat ? Je vais vous dire la vérité, ça ne m'intéresse pas de savoir quelles sont mes différences avec lui. On en a certainement des centaines. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas sa candidature. Ce qui m'intéresse, c'est ce que je peux apporter aux Mentonnais, ce qu'on peut faire de la ville de Menton, et avoir un projet dans lequel les gens se rencontrent. Lui n'apporte rien dans le débat de la campagne jusqu'alors ? Écoutez, j'ai pas le sentiment qu'il apporte quelque chose de crédible, de sérieux, à un moment donné où on a besoin, dans cette ville, plus qu'ailleurs, dans aucune ville du département, je le pense profondément, de cohérence, de responsabilité et de gouvernance transparente. C'est le contraire. Je ne vois pas aujourd'hui ce qu'il apporte de neuf dans toutes ces propositions sur toutes ces thématiques-là. Comment vous l'expliquez ? Parce qu'il ne connaît pas la ville, vous considérez que c'est un parachuté ? Je déteste ce mot de parachutage. Je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas du tout issu de ce territoire, voire même, je vais plus loin, pas totalement français. D'ailleurs, il a vécu une très grande partie de sa vie aux États-Unis, plus qu'en France. Et aujourd'hui, je pense que c'est effectivement quelqu'un
qui n'a pas la maîtrise des sujets français, qui n'a pas la maîtrise des sujets du territoire, et évidemment, encore moins ceux de Menton. Et c'est important. Menton, je le dis souvent, est une ville complètement atypique dans le département. Le bassin de la Carfe est atypique. Je commence souvent mes réunions en disant « nous sommes dans un triangle d'or qui a été laissé à l'abandon ». Nous avons l'État monégasque d'un côté, à l'ouest. D'ailleurs, Menton a été très longtemps dans la principauté de Monaco, s'en est détaché par référendum. Et puis nous avons la frontière italienne. Nous sommes dans ces deux États pris un peu en sandwich et nous n'avons pas valorisé les relations de manière assez forte entre les Italiens et les Monégasques. Et ce territoire très particulier est très particulier lui-même dans les Alpes-Maritimes. Donc, avoir une méconnaissance de tout cet environnement, de ce que les gens pensent, de ce que les gens ressentent, de l'histoire du territoire, de l'histoire politique du territoire, qui est importante, eh bien, ça lui fait faire des erreurs, je pense, majeures. Je pense que les électeurs commencent à s'en rendre compte. Vous savez, c'est long. vous, pourtant, à ce territoire, puisque vous avez des attaches plutôt niçoises à la base. Mais je suis maralpine jusqu'au bout des doigts. J'ai vécu jusqu'à l'âge de 10 ans à Bastia, parce que ma mère est d'origine corse. J'ai vécu à Vence. J'ai vécu à Grasse, où j'ai passé mon bac. J'ai été étudiante à Nice. Après, j'ai été étudiante à Marseille. J'ai fait un morceau d'études à Paris. Je me suis installée dans ce territoire de Menton après les élections législatives. Je suis jusqu'au bout des doigts dans la connaissance profonde de ce qu'est ce territoire, de ce qu'est le bassin méditerranéen. Et j'insiste, vous savez que j'ai beaucoup travaillé sur tous les sujets maritimes. J'ai même rapporté le budget maritime à l'Assemblée nationale en 2024. Donc, je veux dire, ce territoire, on ne s'y improvise pas. D'ailleurs, les gens qui n'y sont pas nés, qui n'y ont pas vécu longtemps, ils ont toujours eu beaucoup de mal à s'y intégrer parce que il est à la fois passionnant, merveilleux, mais il est complexe, parce que son histoire est complexe. Quand on voit les investitures qui vont vers Louis Sarkozy, les Républicains, Renaissance, ça vous inspire quoi? Parce qu'il y a eu cette polémique autour de Renaissance cette semaine. Ah ben ça inspire que je les lui laisse. J'aimerais pas les porter, ces investitures aujourd'hui. Elles sont l'image profonde de ce qu'on appelait il y a 25 ans en arrière l'UMPS. Aujourd'hui, Renaissance, LR, Horizon, c'est le même bassin. C'est les partis qui soutiennent encore Emmanuel Macron. J'ai eu d'ailleurs la dernière fois contre moi en 2024 après la dissolution une candidate qui avait aussi toutes ces investitures-là. Aux législatives. Aux législatives, après la dissolution. Je leur laisse avec bonheur, avec plaisir. Je n'aimerais vraiment pas incarner. Mais lui, il dit qu'il est prêt à travailler avec le RN et Reconquête. Oui, après avoir dit que c'était un rempart. Lui, il était rempart au RN et à Reconquête. Maintenant, il veut travailler avec. Je l'ai dit à plusieurs reprises, ça me désole parce que j'ai rien contre lui personnellement, je le connais pas très bien. C'est vraiment le candidat folklorique. Où est sa colonne vertébrale? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il pense profondément? Je ne sais pas. Aujourd'hui, il dit un coup il veut faire rempart eux, un coup il veut travailler avec eux. Moi, je crois surtout que nous, on a envie de travailler avec des gens solides, carrés, implantés, des professionnels, des gens qui ont vécu dans ce territoire, qui ont travaillé, qui ont eu des fonctions, qui sont des gens raisonnables. Moi, je ne vois pas en quoi ce candidat a quelque chose de raisonnable et de rassurant. C'est plutôt l'inverse. On va finir sur l'élection municipale à Menton. Peut-être une question de logement. Oui, alors sur la question du logement, puisque vous l'avez dit par le prisme de la sécurité tout à l'heure, mais on est sur un sujet beaucoup plus large. On est à peu près à 6 000 € du mètre carré à Menton, 9% de logements sociaux. Est-ce qu'on peut encore construire dans un territoire qui est contraint? Ça, c'est propre aux Alpes-Maritimes. Quelles sont vos propositions en la matière, en tout cas votre philosophie? Alors, dans le logement, il y a un peu 3 volets, si vous voulez. Il y a la partie sociale, effectivement. D'ailleurs, vous avez des chiffres intéressants, 9%. Moi, je pense que c'est un peu augmenté. On est presque à 11% quand même. Donc, il y a un petit effort qui a été fait ces dernières années. La problématique du social aujourd'hui à Menton, elle est très simple. Il fut un temps, un office municipal du logement social à Menton, qui a été dissous il y a quelques années, et toute la gestion du logement social a été donnée, entre autres, à Côte d'Azur Habitat, et à d'autres, mais principalement à eux. Aujourd'hui, déjà dans mon programme, je recrée un office municipal du logement social à Menton, et c'est vital pour maîtriser mes attributions. Alors oui, j'aurai toujours, je sais, un quota préfecture, mais vous savez, le préfet... Attribution et création, c'est le logement. Création, attribution, certainement peut-être rachat. Mon ami Éric Ciotti, qui est candidat à la mairie de Nice, a annoncé que s'il était maire de Nice, il vendrait les logements sociaux
qui ne serait pas sur le territoire de la métropole, et bien si entre-temps j'ai créé mon office municipal du Mentonnet, je pourrais du coup racheter avec cette EPIC les logements sociaux, par exemple, que Côte d'Azur Habitat ne voudrait plus, ce qui me permettra d'avoir une meilleure gestion des travaux, de la rénovation, des attributions, et y faire la place, pour revenir à notre premier sujet, à des policiers municipaux, à des policiers nationaux, et avec, pourquoi pas, une convention sur laquelle je travaillerai avec le préfet des Alpes-Maritimes pour qu'on ait vraiment des attributions fortes en matière de sécurité. Mais ça ne crée pas de nouveaux logements. Alors, attendez, ça en permet d'en récupérer un certain et de voir déjà s'ils sont bien attribués ou pas, parce qu'on peut aussi faire partir des gens des logements sociaux. Deuxième chose, pour créer du logement social, j'appliquerai la loi Lemeur. La loi Lemeur, elle permet, et je l'ai votée en 2024, de créer dans le PLU des servitudes de résidence principale dans lesquelles on fera du logement résidentiel d'actif social. Très important. Voilà. Ça ne va pas se faire en 1 an, ça se fait en 2-3 ans. 2-3 ans, c'est pas énorme quand on sait qu'il n'y a pas eu grand-chose qui a été fait depuis 10 ans. Ça, c'est très important, je le ferai. Autre chose d'important, pour libérer aussi du logement. Parce que dans le logement social, vous savez, il y a plusieurs catégories. Bien sûr, on mange aussi beaucoup de logements seniors. Donc, je créerai des résidences seniors. Donc, pas des EHPAD, des résidences seniors. Pour les plus faibles. Voilà. Ça, c'est important. J'ai déjà identifié un certain nombre de bâtiments dans le patrimoine municipal sur lesquels on pourra avoir des rénovations, sur lesquelles on le fera. Mais on peut aussi, et c'était votre question au début, encore construire à Menton, bien sûr. Il y a encore un certain nombre de dents creuses importantes. Il y a eu très peu de permis de construire délivrés à Menton les dernières années. Et on a encore de la place pour du social, mais aussi pas que du social. Du logement. Hein, parce qu'on a besoin de logements tout court à Menton. Et autre point important, on n'a pas parlé de ce qu'on appelle, de manière un peu pas bien nommée, le Airbnb. Il y a trop de logements touristiques à Menton. Il n'y en a pas assez qui est réglementé par la loi LMNP. Donc moi, je suis évidemment favoriser le LMNP, qui a une fiscalité sur les revenus commerciaux du LMNP. Mais par contre, je suis pour qu'on réduise le Airbnb mal utilisé. Je le rappelle, le Airbnb, ce qu'on appelle comme ça, c'était à l'époque pour un logement principal qu'on avait en bourse d'échange ou qu'on louait 2-3 mois dans l'année pour avoir du revenu complémentaire. Aujourd'hui, c'est un business. Ah ben aujourd'hui, on a des gens qui ont 4-5 logements qui louent un Airbnb. Non, ces gens-là, il faut qu'ils arrêtent de bénéficier de la fiscalité évidemment plus favorable du Airbnb. Et s'ils veulent faire de cette activité quelque chose de régulier, ben ils passent au statut de la LMNP. Et ça, je lutterai férocement contre le faux Airbnb. Et vous-même, est-ce que vous engagez Et ça libérera du logement pour les actifs, j'en suis persuadée. Et vous-même, vous engagez-vous à vivre à Menton? Mais je vis déjà à Menton, cher monsieur. Très bien. Mais oui, parfait. Je vis dans le quartier de Gare avant. Mais vous savez, c'est pas un secret, hein. J'aime pas diffuser mon adresse parce que ça se fait pas, mais ceux qui veulent vraiment chercher, il suffit qu'ils aillent sur la liste électorale à Menton, ils la trouveront. Et pour finir vraiment sur Menton, vous dites souvent que vous souhaitez incarner une forme de rupture avec le passé politique local. Qu'est-ce que vous entendez? Une forme d'affairisme qui s'est enquistée dans ce territoire? Qui sait, je rajoute un petit qui est cristallisé un peu par l'affaire des ports aussi, qui a beaucoup fait parler à Menton, ces soupçons de détournement de fonds publics qui éclabousent le maire actuel Yves Juel et son ancien adjoint Mathieu Messina. 870 000 euros de factures. On est à beaucoup plus, hein. On est quasiment à 2,7 millions parce qu'il y a le recollement. Voilà, parce qu'en fait, quand l'affaire a éclaté entre guillemets, on avait une partie des comptes, mais on n'avait pas la totalité. Là, il semblerait des informations que les uns et les autres on a, et qui sont sortis d'ailleurs dans la presse, qu'on est plus proche des 2,5 millions 7. Bon. Donc c'est énorme. Hein. Donc concrètement, il faut comprendre quand même que cet argent, c'est l'argent des cotisations des usagers qui ont leur bateau dans les ports, hein, qui a été quand même détourné à des fins privées. Alors, je dis qu'il aurait été détourné, parce que le procès aura lieu début mars, on verra bien ce qu'il en sortira. De toute façon, ce qui est certain, c'est qu'entre les annulations des DSP, les affaires des ports de la SPL, les affaires, on les a oubliées, hein, mais quand je suis arrivée sur les marchés de déchetterie, entre autres, et autres, de la CARF, toutes les 6 dernières années ont quand même été entachées de soupçons, de manque de probité, de manque de transparence, sur tout l'écosystème politique mentonnais. Bon, je pense que les Mentonnais n'en veulent plus d'un système de fonctionnement comme celui-là. Je pense que, parce qu'on ne va pas nier que Jean-Claude Guibal a eu 35 ans de mandat. 35 ans, c'est long. Je pense que les 20 premières années de mandat, et d'ailleurs il avait sorti un petit guide à l'époque qui faisait le bilan, ont été 20 années qui ont vraiment été très satisfaisantes pour les Mentonnais. Et j'en suis persuadée, il a fait de grandes choses.
Il a vraiment restauré la ville. Il y a amené cette station d'épuration. Il a Donc les 20 premières années étaient utiles. Je pense que les 20 premières années ont été en tout cas très bénéfiques pour les Mentonnais. Je ne parle pas pour lui personnellement, je parle pour les Mentonnais. Et ça, c'est important parce que quand on est élu, ce qu'il faut, c'est que les citoyens de votre ville soient contents de la gestion que vous avez. Je pense que les années qui ont suivi ont été plus compliquées et je pense qu'il n'a pas préparé l'après. Je pense qu'il a voulu rester. Donc c'est une ville qui est en jachère depuis 20 ans. C'est une ville qui n'est plus vraiment gouvernée. Elle est gérée. Elle n'est pas gouvernée. Et d'ailleurs, on le voit dans les finances publiques. Aujourd'hui, la politique d'investissement, elle ne peut pas avancer parce qu'il n'y a pas de stratégie, parce qu'il n'y a pas de développement. Alors, les finances ne sont pas si dramatiques parce qu'on a colmaté. Donc on a réussi, on a un peu vendu, on a eu un peu des rentrées atypiques. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas de vision et on ne peut plus avoir d'investissement quand il n'y a pas de vision. Bien sûr. Et on ne vous suit pas. Et les subventions n'arrivent pas. Et les financements n'arrivent pas. Allez, on va laisser reposer. C'est important de comprendre ça. C'est qu'on a besoin de quelqu'un qui gouverne aujourd'hui. On va laisser reposer la candidate aux élections municipales. On va revenir à la députée, si vous voulez bien. Avec plaisir. Désormais, est-ce qu'il faut dissoudre encore l'Assemblée nationale aujourd'hui ? On le demande à corps et à cri, nous, depuis des mois, parce qu'on estime que, hélas, la première dissolution n'a pas été suffisante pour qu'il y ait une nouvelle impulsion politique auprès du président de la République. Et la prochaine serait meilleure, alors, pour vous ? Oui, évidemment. Mais c'est pas comment qu'il dit, ça relève des sondages. Vous savez, j'ai pas de boule de cristal. On travaille aussi tous avec des sondages. Les sondages étaient très forts pour 2024. On se rappelle que Jean Bardella avait fait 32% aux élections européennes. Les sondages ne sont pas parfaits, mais ça donne quand même des indices. Voilà, on sait qu'on n'est pas à 5%. On n'est peut-être pas à 70%, mais on n'est pas non plus à 5%. La vraie question aujourd'hui, c'est qu'on commence à se rapprocher de plus en plus de 2027 et que vous savez qu'à partir du mois d'avril, il ne pourra plus dissoudre. Absolument. Donc si dissolution il y a, et nous on l'a encore demandé très récemment, puisque de toute façon on a voté une motion de censure hier à l'Assemblée nationale, oui, nous on est encore pour la dissolution, oui bien sûr, parce qu'on pense que ça pourrait apporter... Si vous voulez plus vite... en cas de dissolution, Alexandra Masson, est-ce que vous... Je me représenterai évidemment sur mon mandat de députée, puisqu'au moment où il y aura la dissolution, je ne serai pas élue à la mairie, et je peux être élue comme je ne peux ne pas être élue. Je pense que j'ai prouvé en tout cas qu'en tant que députée, les gens m'appréciaient. 2 campagnes, donc vous serez prête à mener 2 campagnes de front. Mais oui, c'est pas grave. Et si vous faites ça le même jour, ça vous va aussi, comme laisser entendre... C'est ce qui peut arriver de mieux aujourd'hui, qui est le scrutin le même jour. On ne va pas faire 10 jours avant. Puis financièrement, c'est ingérable de faire un autre scrutin. Non, je ne pense pas que ça va parasiter. Je pense que ça nationalisera mécaniquement un petit peu, effectivement, le scrutin. Mais ce sera pour tous les candidats idem en France. Mais en même temps, de toute façon, je pense que ce scrutin municipal sera quand même nationalisé. De facto, parce que c'est l'envie des gens de voter, elle est là. On ne leur donne pas les dissolutions. Donc, quelque part, ils seront encore plus motivés, je pense, d'aller voter aux élections municipales et d'attendre du changement dans leur commune. Et je le dis aussi, un scrutin municipal n'est évidemment pas un scrutin national. Mais j'aime à dire aussi que les deux sont importants. Quand j'entends des candidats dire « Je ne suis que pour le municipal, je ne fais pas de politique, je ne suis pas sur le national. » Mais, chers messieurs, chères mesdames, comment allez-vous aller chercher de l'argent, des projets, faire de l'aménagement du territoire, si vous êtes complètement coupé des instances régionales, départementales et nationales? C'est juste du bon sens. Alors. J'ai du mal à comprendre. Oui, évidemment, quand on crée une crèche, elle n'est pas de droite, elle n'est pas de gauche, elle est pour le bien des familles mentonnaises. Mais quand on doit ça appartient à un programme créer global. Un tunnel, quand on doit créer une bretelle, un sens giratoire qui doit être financé par le département, quand on doit créer peut-être, pourquoi pas, un métro, vous savez que je suis très partisante du projet métro, il faut que le maire de Menton il aille parler à tout le monde. Et il faut qu'il fasse évidemment de la politique. Parce que s'il ne fait pas de la politique, il ne se passe rien. Alors, parlons politique encore un peu. Depuis mardi a débuté le procès des emplois fictifs, supposés fictifs, des assistants au Parlement européen. Procès dans lequel, évidemment, comparait Marine Le Pen. C'est un procès en appel. Et Marine Le Pen semble avoir adopté une nouvelle stratégie pour cette nouvelle audience, puisqu'elle a déclaré, et vous allez le voir apparaître à l'écran, si un délit a été commis, et tout le monde semble dire qu'un délit a été commis, je veux bien l'entendre, mais je veux que la Cour sache qu'en ce qui nous concerne, nous n'avions pas le sentiment d'avoir commis le moindre délit. C'est une inflexion dans sa défense ? Je pense que c'est pas une inflexion. Vous qui êtes avocate en plus. Oui, mais tout à fait. Et puis j'en parle souvent en plus avec elle, et puis avec son avocat que je connais bien. C'est pas une inflexion. Je pense, vous savez, dans la justice, il y a 2 temps. Il y a la première instance et il y a l'appel. Quand on traite un dossier en première instance, on le traite d'une certaine manière, avec une stratégie.
Puis en fonction de ce qui s'est passé pendant toute cette procédure, quand on arrive en appel, on rejuge complètement et intégralement le dossier. Et là, on se sert quand même de l'expérience de ce qui s'est servi dans le cas de la première instance. Et on peut se dire que des fois, il y a peut-être des choses qu'on a mal à l'expliquer. Que soi-même, on a peut-être... La défense n'était pas bonne en première instance, ce que vous laissez entendre. Non, je ne dis pas du tout ça. Je ne me permettrai pas de dire ça. C'est quand même nouveau de dire qu'elle veut bien entendre qu'il y a eu un délit. Non, elle dit, elle a bien expliqué. Et d'ailleurs, ce qui est nouveau en fait, pour revenir à la base, pourquoi on a toutes ces phrases qui sortent là, du procès depuis maintenant mardi ? Parce que la magistrate de la Cour d'appel a une posture extrêmement différente avec Marine Le Pen, les autres prévenus et les avocats. En fait, vous me mettez cette phrase de Marine Le Pen qui est très intéressante, que je vais finir de commenter après, mais pourquoi tout ça arrive maintenant ? C'est parce que la magistrate a un comportement et il y a une ambiance dans cette salle aujourd'hui qui est différente de ce qu'elle a été. Est-ce que pour autant, à l'issue du mois de procès, la décision sera différente ? Évidemment, je le souhaite, je ne le sais pas, et on a un mois de procès. Mais l'ambiance n'est pas la même. Et du coup, effectivement, je pense que Marine Le Pen, dans une ambiance plus calme, plus sereine, avec des points de droit qui viennent d'être soulevés d'ailleurs par la magistrate, qui n'avait pas été soulevés en première instance, lui donne confiance à dire, s'il y a des délits, je suis ouverte à les entendre. Lesquels ? Parce que ceux qui ont été en première instance, c'est pas les bons. Voilà. Et je ne peux pas être, et elle le dit depuis longtemps, je ne peux pas être responsable de contrôle, parce qu'il y a quand même des contrôles qui ont été effectués par la Cour européenne, et on me reproche aujourd'hui finalement que les contrôles ont été mal faits à l'époque. Et je ne peux pas être responsable de ça, parce qu'il n'y a aucun enrichissement personnel, c'était du fonctionnement d'assemblée et de collaborateurs parlementaires. Voilà. Ce procès, il démarre dans une ambiance différente. On dit souvent 2 salles, 2 ambiances, effectivement. Je pense que la première salle, en première instance, c'était une ambiance. Je pense que la salle de la Cour d'appel, c'est une autre ambiance. Maintenant, les avocats vont faire leur travail. Marine Le Pen va se réexpliquer comme elle l'a toujours fait, avec calme et sérénité. Elle est profondément persuadée qu'elle est innocente dans cette affaire. Et je pense qu'elle a raison. Et je la soutiendrai en tout cas dans cette démarche. Si la décision de justice lui est favorable, qu'elle redevient donc éligible, est-ce qu'elle est la candidate naturelle, évidente du Rassemblement national pour l'élection présidentielle de 2027 ? Oui, à 300%, évidemment. C'est un mandat... Plutôt que Jordan Bardella, donc. C'est pas plutôt que Jordan Bardella. Je sais que la presse... il est haut dans les sondages, quand même. Il est apprécié. Mais heureusement qu'il est apprécié. C'est un garçon formidable. Heureusement qu'il est apprécié. Je travaille aux côtés des deux depuis maintenant 2021. Pour la dissolution, là, on a quelqu'un qui est encore plus haut que Marine Le Pen dans les sondages. Mais le sondage d'aujourd'hui, c'est des sondages de notoriété. Jordan est très haut. Et tant mieux, et j'en suis ravie, c'est le président de mon parti, c'est un ami, et je trouve ça formidable. Pour autant, si à la sortie du procès, Marine Le Pen peut se présenter à l'élection présidentielle, je pense que le premier à vous dire qu'elle sera la meilleure candidate, ça sera Jordan Bardella, le président de notre parti. Parce que nous nous préparons tous, depuis des années, à ce que Marine Le Pen soit présidente de la France. Et nous espérons qu'elle va finir par y arriver. Je fais une petite parenthèse, si vous m'autorisez, parce qu'on parlait de Jordan Bardella, il pourrait venir vous soutenir là, pendant la campagne. Est-ce que vous avez prévu un grand meeting pour parler aux Mentonnais Mais avant... j'espère que et Jordan et Marine auront le temps, dans leurs emplois du temps très chargés, de venir me soutenir. Mais je souhaite, s'ils ont le temps, bien sûr. Il y aura un grand meeting, un grand raout. Je ferai un très grand meeting le 6 mars au Palais de l'Europe. C'est déjà acté, l'arrêté municipal a été pris. Donc, évidemment, toutes les personnalités politiques qui me soutiennent seront les bienvenues. Pas que. Éric Ciotti aussi, qui est président de l'UDR, s'il le souhaite, il sera le bienvenu à mon meeting. S'ils ont le temps, ils seront évidemment plus que les bienvenus. Et puis, je vais vous dire, les Mentonnais sont ravis de les voir. Moi, j'ai fait plusieurs fois des marchés avec Marina Menton. Il y a une effervescence autour d'elle incroyable. Jordan est venu aussi plusieurs fois. Ils sont évidemment les bienvenus. Vous l'avez cité, Éric Ciotti lui-même est candidat aux élections municipales de Nice, oui. Avec alors j'allais dire non, avec l'étiquette UDR, mais justement, il se targue de conduire une liste sans étiquette. Est-ce que vous le comprenez ? C'est un choix personnel. Chacun fait un peu ce qu'il veut dans une élection municipale, contrairement aux autres élections. Vous avez l'étiquette RN qui vous va bien. Moi, j'ai l'étiquette du RN, de l'UDR. Je suis soutenue aussi par des gens sans étiquette. J'aurai des gens sur ma liste sans étiquette, de la société civile. Mais je suis députée RN, j'ai toujours assumé d'être députée RN. Je me présente à la mairie comme je suis. Ouais. J'en fais pas un fer de lance. C'est pas ça qui va me faire gagner. J'espère que ce qui va me faire gagner, c'est le travail que j'effectue maintenant depuis 2021 en conseil régional, en députée à 2 reprises, et maintenant sur le terrain avec les Mentonnais. On finit par se demander s'il y aura des candidats RN sur la liste d'Éric Ciotti. Est-ce que vous le savez, vous ?
Des candidats RN, bien sûr, il y aura déjà Laurent Mérengone, Benoît Candel, Laurent Mérengone mais Éric Ciotti l'a jamais dit. Parce qu'il annonce à son rythme ses candidats, c'est son élection, c'est son temps à lui, il fera à son rythme. On aura d'autres. Vous verrez, on aura aussi des femmes du RN qui seront sur la liste. Et quand en cas de victoire, son premier adjoint, Jean-Pierre River, dit « Moi, je ne veux pas être associé avec le RN, je ne veux pas être sur la même photo que Marine Le Pen ou Jordan Bardella », comment vous réagissez ? Ce sont les propos de M. River. Je n'ai pas de réaction particulière à faire. Je pense qu'il ne les connaît pas. Non, mais votre parti soutient cette liste quand même. Hein. Oui, mon parti soutient cette liste. Éric Ciotti fera ce qu'il veut avec M. River, qui est, cela étant, quelqu'un de sérieux. Et je pense que c'est important d'avoir des gens sérieux sur sa liste. Et ce qui est reconnu chez Pierre River, c'est tout ce qu'il a fait comme travail à l'OGC Nice. Il a des gens qui sont très fans de sa gestion. Et je pense que si Éric a fait ce choix-là, c'est un choix bien réfléchi, raisonné, raisonnable. Moi, je pense, vous savez, à la relation humaine, il n'y a rien de tel dans la vie. C'est facile de dire, je ne voudrais pas être avec quelqu'un en photo, je ne vais peut-être pas dire bonjour à quelqu'un. Écoutez, moi, je lui propose, s'il a le temps un jour de passer 2 heures avec Marine Le Pen, je pense qu'il sera assez convaincu que c'est la meilleure présidente qu'on pourra avoir pour la France. Et vous parlez de relations personnelles. Avec Éric Ciotti, les relations sont bonnes parce qu'on dit que c'est un peu tendu, que lui bénéficie quand même de marge de mansuétude de la part du parti et que vous, en tant que présidente départementale, représentante départementale du parti, vous n'avez pas toujours votre mot à dire sur tout. Alors, pas du tout. Je ne sais pas d'où viennent ces échos. Vous avez peut-être des sources que je n'ai pas, mais alors pas du tout. On s'entend extrêmement bien avec Éric Ciotti. On se connaît depuis très longtemps. On a quand même un parcours assez commun tous les deux. Je n'ai... Mais alors... Même si vous avez des divergences... Pas une feuille de papier à cigarette entre lui et moi. Vous avez des divergences sur certains candidats. Vous soutenez les candidats, lui, pas. Mais ça peut arriver. Je peux m'en expliquer en toute transparence. Et je m'en suis expliqué avec lui. Et on a pris la décision en commun. Il soutient des amis à lui, avec qui il fait de la politique depuis longtemps, avec qui il a des enjeux départementaux. Et moi, je soutiens des candidats RN dans des villes où on fait des scores incroyables. Et mes électeurs, je suis quand même déléguée départementale de cette fédération, comment je pourrais expliquer à des électeurs à Cannes, ou à Antibes, par exemple, ou à Grasse, que je n'ai pas de candidat du Rassemblement national et que je fais candidat pour les élus sortants, dans lesquels ils ne peuvent pas se reconnaître. Ça n'est pas possible. C'est impossible. Avant la question perso, juste une dernière question sur ces municipales à l'échelle départementale, puisque Frédéric l'a rappelé, vous êtes la patronne du département. Vous avez coché quelle ville à gagner? Non, mais je vous pose la question parce qu'il y a un sujet évidemment à Menton. Il y en a un autre à Cagnes-sur-Mer où le duel entre Brian Masson et Louis Nègre, le maire sortant, promet d'être acharné aussi. Il y a Nice évidemment avec Éric Ciotti. Ça, c'est les trois qu'on imagine. Est-ce que déjà, si ces trois-là basculent, ça sera un succès pour le RN dans les Alpes-Maritimes? Et est-ce que vous avez d'autres communes sur votre tableau de chasse? Alors évidemment que si ces villes basculent, c'est fondamental. Alors, Menton par rapport à la communauté d'agglomération, mais Cagnes-sur-Mer et Nice, c'est énorme. Nice et Cagnes-sur-Mer, c'est les 2 villes les plus importantes de la métropole. Donc évidemment que si Brian Masson, et vous savez à quel point je suis proche de lui, à quel point je le soutiens dans cette campagne, et je suis persuadée qu'il peut vraiment gagner, comme Éric Ciotti à Nice, et oui, évidemment, ça sera un bouleversement dans la métropole. Bon, Menton, on vient de le dire. Il y a d'autres villes dans lesquelles je pense qu'on peut avoir de très 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 bons résultats. Vous dire si on va gagner ou pas, les débats n'ont pas trop commencé dans ces villes-là. Certains à quelle ville élus regardez, Cannes, Antibes, les maires ne se sont même pas déclarés candidats, Grasse non plus. Donc... Il n'y a aucun espoir pour vous Cannes, de remporter Cannes et Antibes. C'est ambitieux. Alors, je ne suis pas certaine qu'on gagne Cannes et Antibes. Par contre, je suis certaine d'une chose, c'est qu'on va y implanter des jeunes qui ont de la volonté, qui seront d'énormes soutiens. Pour l'avenir. Oui, et qui auront des groupes d'opposition, qui pourront travailler et qui seront là en 2027 à nos côtés pour les régionales et départementales derrière. Et on a besoin d'avoir des jeunes. Moi, vous le savez, j'ai pris beaucoup de jeunes autour de moi parce qu'il faut régénérer ce département. Ce département, et j'en étais d'ailleurs une des victimes à un moment donné, quand on était au RPR en 1989, on vous expliquait qu'avant vos 50 ans, vous n'auriez pas de mandat. Je grossis à peine le trait. Bon, moi je crois pas. Je crois que quand on est passionné de politique, on peut avoir des mandats très jeunes. Oui, des fois il faut un peu plus se former. Oui, des fois c'est plus difficile, mais on peut le faire. Et je suis persuadée qu'on en aura aux prochaines élections municipales. Merci. On va passer à la question perso. Nicolas. Alexandra Masson, vous vous présentez donc à la mairie de Menton. Qu'est-ce qui, en votre fort intérieur, vous a convaincu que le mandat municipal était celui qui vous correspondrait le mieux, plus que le mandat
de l'Assemblée nationale parlementaire. Vous étiez un peu trop à l'étroit dans ce mandat de parlementaire. Qu'est-ce qui a en vous, la femme politique que vous êtes, motivé ce changement ? Une question à tiroir. Non, j'étais pas du tout étriquée dans mon mandat de parlementaire, et si je le lâche avec regret. Et d'ailleurs, je vous rappelle que j'étais pour le cumul des mandats. Donc, et particulièrement pour une ville comme Menton, je pense que ça avait vraiment du sens. Mais là, vous ne pourrez pas faire les deux. D'être en cumul. Eh bien, si, je vais quasiment pouvoir faire les deux. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si je suis élue à la mairie de Menton, contrairement aussi à ce que j'entends, et je le redis là sur votre plateau, et évidemment que je lâcherai mon mandat de parlementaire pour être maire et pas pour faire venir quelqu'un d'autre. Mais mon suppléant, Gabriel Tomatis, deviendra député à ma place, de manière mécanique. Et donc, on va reconstituer un binôme maire-député. Donc, le cumul n'existe plus, mais nous, on va pouvoir le remettre en place parce que nous travaillerons ensemble main dans la main. Je disais que je suis pour que les jeunes émergent. Gabriel est un garçon jeune, brillant, qui est à mes côtés depuis 2021, qui travaille comme moi, dans le calme, la sérénité, en ne reniant rien de nos idées. Donc on formera ce binôme. Et ce binôme, il sera très important parce que depuis 2017, à Menton, il n'y a pas eu un député et un maire qui s'entendent bien et qui travaillent ensemble pour le territoire. Ça, c'est la première chose. Pourquoi j'ai eu envie de devenir maire ? Eh bien, pour 2 raisons. La première, parce que déjà, depuis 2 ans, où tout va très mal à Menton, les gens m'arrêtent régulièrement dans la rue. Ils me disent, on a besoin de quelqu'un comme vous. On voit ce que vous faites à l'Assemblée. On veut quelqu'un qui applique la même méthode. Sérieux, travail, transparence sur la ville parce qu'on en a besoin, on est en déshérence. Et puis parce qu'au fond de moi, il y a une petite musique. Vous le savez, je suis avocate, je travaille aussi encore. Je suis quelqu'un qui aime bien faire les choses. Je suis quelqu'un de terrain, j'aime bien faire avancer les dossiers, j'aime bien faire avancer des sujets. Et Menton, là, il y a tout à faire, tout à reprendre. Et c'est un challenge personnel avec mon équipe, qu'on puisse venir là, qu'on puisse sortir des dossiers, qu'on puisse recréer dans ce territoire une dynamique. Menton est une ville balnéaire, une ville merveilleuse, avec un patrimoine extrêmement riche, transfrontalière. Et vous savez que je suis présidente du groupe d'amitié France-Italie. J'ai beaucoup travaillé sur la coopération transfrontalière. Tous ces sujets me tiennent à cœur. Et ce que je fais, je veux le faire encore plus, et encore plus pour les habitants du territoire. Merci Alexandra Masson, merci Nicolas pour la co-animation de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci également à Christelle Benjamin pour sa préparation, à Sophie Doncet, à Franck Fernandez et à Philippe Bertini pour sa réalisation. Un mot Nicolas ? Oui, et je remercie aussi l'agence de Nice Matin de Menton, évidemment, qui nous a aidé à préparer cette émission, notamment Maxime Rovello, qui est un spécialiste de la question municipale, qui donc a porté un regard bienveillant sur notre préparation d'interview, donc c'est important de le signaler aussi. Merci à tous nos collègues de Menton, merci à tous, très bonne fin de semaine, à la semaine prochaine.